Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, quatrième et dernier sujet de ce nouveau live. Cette fois, on va vous proposer tout simplement de refaire la conférence que l'on avait fait à Bordeaux cette année. Donc le thème de la convention, c'était les super vilains. Donc autant dire qu'on était clairement dans notre élément, on était comme des poissons dans l'eau. On a proposé donc pour l'occasion plusieurs conférences et parmi ces conférences, on en a donc proposé une un peu plus indé qui étaient les 10 grands méchants hors Marvel et DC. Alors, bien sûr, euh, il s'agit là de notre propre classement, chacun pourra faire le sien. Donc on peut avoir des résultats différents suivant qui les fait, mais je pense quand même qu'il y a clairement certains visages qu'on doit retrouver dans tout classement méchant hors Marvel et DC, à l'heure actuelle bien sûr. Je pense que si tu fais le classement dans 10-15 ans, il y a des chances qu'il change. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on est pas dégueu quand même. Donc bien sûr, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord ou si vous auriez mis d'autres visages. Idem sur le chat lorsque vous êtes avec nous en live. Oui, nous sommes Les toujours 10 prêts à faire la personnages bagarre. ne sont pas classés, par contre. Les mentions déshonorables, je sais plus. On en a? Bah moi sur le texte j'avais The Adversary dans Fable et Airstar dans The Preacher. Euh, Ok, tu vas en... Oui, on les avait juste cités, je crois, hein. oui, on les avait pas trop. Et puis là j'avoue qu'en termes de temps, si on veut finir pas trop Ouais, tard. ok. Ok, ok. Non, c'était que comics indépendants, Mac. Moi qui parle de Bah, gagner du temps. comics indépendants, déjà, ouais. C'est vrai que je me souviens qu'avoir dit dans la conférence, on a fait quelques entorses parce que c'est nous qui décidons. Euh, Oh, au-delà de ça, il a une légitimité quand même dans les oui, indépendants, puisque oui, oui, oui. historiquement, On est publié par DC certes, mais on est vraiment sur une ligne édito. C'est comme j'aurais pu mettre des méchants de Sandman dedans, parce que même si techniquement Sandman est beaucoup plus connecté que Watchmen, on est tellement sur autre chose que on n'est pas sur vraiment le truc estampillé DC ou Marvel. Donc, on a quand même mis Ozymandias, parce qu'évidemment, comment ne pas en parler. Euh, Ça a été vraiment, alors évidemment Watchmen et Ozymandias créés par Alan Moore et Dave Gibbons. Voilà, comment ne pas en parler parce que c'est vraiment le tournant en termes de méchants dans les comics, selon moi. Parce que Watchmen était aussi un tournant, hein, tout simplement, dans le fait d'être beaucoup plus terre à terre, mature. Et pour une fois, voilà, Watchmen est arrivé à peu près durant le passage de l'âge de bronze à l'âge moderne. Que ce soit, il y avait Dark Knight Returns, il y avait Watchmen, il y a eu Sandman aussi qui en faisait partie. Euh, voilà, la British Invasion chez DC globalement. Et voilà, ce premier récit où on met un petit peu les choses à plat, où en mode, s'il y avait des super-héros dans la vraie vie, en fait, ce serait un petit peu plus comme ça. Selon Alan Moore, hein, bien sûr, hein, qui est pas forcément le gars le plus optimiste du monde, on va dire ça comme ça. optimiste. Voilà. Il n'empêche que avoir quelqu'un comme Ozymandias, c'est pas si déconnant que ça, quoi. Finalement, voilà, le fameux. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aurait, que vous expliqueriez, est-ce qu'il y aurait vraiment une chance que je vous explique mon plan s'il y avait la moindre possibilité pour que vous puissiez l'arrêter? En gros, voilà, j'ai activé mon plan il y a 35 minutes, vous avez perdu quoi. Et ne serait-ce que juste cette case là a vraiment, Cette réplique. elle a voilà, a été deleted 35 minutes ago. Voilà. Alors aujourd'hui, ça paraît moins surprenant parce qu'on a un peu plus l'habitude des récits qui sont beaucoup plus gris où les méchants gagnent, c'est de manière temporaire ou pas. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ouais, fin des années 80, milieu fin des années 80, c'est beaucoup plus inhabituel, surtout dans un gros ouvrage publié par DC, où les méchants gagnent, et qui en plus le méchant est un traître, hein, parce que c'est un gentil à la base. Donc voilà, juste en termes de un méchant qui a marqué par le fait qu'il a gagné, bon aussi parce qu'il a de la classe et parce que voilà, mais c'est le premier qui a gagné, enfin le premier non, mais c'est vraiment le premier méchant gros, vraiment mainstream à avoir gagné. Et voilà, et puis voilà, il est vraiment très très classe quoi, Diaz. Donc voilà, comment passer à côté? On peut pas. Ouais, et puis même si on commençait tout doucement à s'en éloigner, il y avait pas si longtemps que ça, on avait encore des super vilains
avec une dimension un peu bouffonne et avec Mm. énormément de théâtralité, et notamment lors de la révélation du plan, on va dire. Donc là, du coup, casser ces codes, encore une fois, c'est pas lui qui a cassé le code, ça, on commençait déjà tout doucement depuis quelques années à changer un peu la donne, et j'ai envie de dire, il était temps. Mais là, du coup, de le voir totalement contenu, totalement stoïque, impassible, euh, comme enfin, vraiment, le mec, on dirait que c'est du marbre, quoi. De le voir faire sa déclaration comme ça contrebalance avec tout ce qu'on a eu, Mm. en tout cas à cette époque, à ce moment-là, quoi. Ouais. Ouais, c'est chouette. Mm. Ouais. Au-delà de la réplique, la mise en scène est forte. Ouais. Et puis c'est accompagné d'un dilemme moral absolument horrible de tuer des centaines de milliers de personnes pour en sauver des milliards. Le personnage de Dimandios, c'est vraiment ouais, clairement le dilemme du tramway, quoi. Est-ce qu'on est prêt à tuer une personne pour en sauver cinq? Bon, là, c'est à une échelle complètement différente, où là, c'est vraiment bah, sauver le monde, quoi, en gros. Donc, ouais, il y a tout un raisonnement où bah, est-ce qu'il a pas raison? Est-ce qu'il a tort? Voilà, donc c'est vraiment. On ajoute une bonne dose de gris dans un support qui était les comics, qui était jusqu'à présent très très manichéen, très très noir et blanc. Donc, voilà, c'est un gros pavé dans la mare. Difficile de parler de méchants de comics indépendants sans parler de Shredder. Alors, bien évidemment, vous le savez, je suis un immense fan des Tortues Ninja, mais bon, même au-delà de ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a quand même marqué le paysage, que ce soit des comics ou même bah, du coup des différentes adaptations, forcément, mais en même temps, avec une allure pareille, c'est difficile de passer à côté. Alors, notre ami Shredder, créé par Kevin Eastman et Peter Laird, qui est l'ennemi juré donc des Tortues Ninja, comme je vous l'ai dit. Il apparaît dès le premier numéro, donc dès Teenage Mutant Ninja Turtles 1, donc soit en 1984. À gauche, vous voyez à quoi ressemble sa première apparition. Ce design-là est un peu plus épuré, un peu plus épuré et en noir et blanc. Du coup, on a plus tendance à l'appeler le classique Shredder maintenant, étant donné que bah, il a été redessiné des centaines et des centaines de fois depuis. Euh, c'est un numéro dans lequel il meurt à la base avant de revenir pour ne plus jamais vraiment quitter sa place d'ennemi juré suite au succès. De son vrai nom, donc Orokusaki, c'est un ninja cruel et le leader du clan Foot. Son nom, c'est pas forcément connu, mais son nom à la base veut dire déchiqueté, tandis que son design est basé sur une râpe à fromage. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on dit, là on dit Shredder, mais techniquement c'est The Shredder, donc pour dire le déchiqueteur. Donc ça, c'est pour l'histoire, le contexte de création du personnage et le premier numéro. Par contre, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent changer suivant les histoires. Donc les TMNT, c'est pas par rapport à du Spider-Man ou je sais pas, c'est pas non plus super super vieux, 1984, mais bah il y a déjà eu beaucoup de reboots, il y a quand même beaucoup de scénaristes qui sont passés par là. Donc les éléments peuvent changer quand même d'une histoire à l'autre. Donc par exemple, il peut être lié à Splinter de plusieurs manières, et ce, de manière plus ou moins directe. Il peut avoir une fille ou non, qui peut s'appeler Karai ou non, et à noter que dans les comics, il est toujours lié au clan du foot, ça oui, mais pas systématiquement lié par contre à Bebop et Rocksteady, qui eux ont été créés pour le dessin animé, c'était tout simplement pour éviter que Shredder se prenne une fessée à chaque fois en fait, hein. C'était les tortues devaient gagner, mais Shredder il avait la classe et puis bah, c'était entre guillemets l'ennemi juré, l'ennemi intouchable. Il pouvait pas se faire battre à chaque fois. Et idem pour Krang. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé Bebop et Rocksteady pour que eux perdent donc à chaque fois. Bien sûr, par la suite, Bebop et Rocksteady sont apparus dans les comics. Donc clairement, un personnage qui a une aura assez incroyable. C'est pas pour rien qu'ils l'ont fait revenir assez vite après dans les comics. Je pense que Peter Laird et Kevin Eastman, une fois qu'ils ont vu que leur œuvre allait décoller, donc ils ont vu très vite, hein, puisque ça a explosé dès le premier numéro, une fois qu'ils ont vu que ça pouvait marcher, qu'il y avait moyen vraiment d'en faire une série régulière, qu'il était quand même dommage d'avoir fait mourir Shredder, donc à coup de grenade, et donc ils vont le faire revenir assez vite.
Hop là, il meurt comme un gland. Oui, bah normalement il devait y en avoir que un, donc forcément. Ah, bonsoir Rick de Dacy. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas vu? Il meurt comme un gland, donc ça j'ai vu. Il a l'air beaucoup plus létal et menaçant comparé au dessin animé. Ah bah oui, bah ça, il y a pas photo. C'est le cas pour Bebop et Rocksteady aussi, hein. Dans le dessin animé, ils sont là pour s'amuser. Dans les comics, c'est un peu plus sérieux. Oui, notamment, je me souviens d'une version où ils ont vraiment défoncé Raphaël, je crois. C'était. C'était Raphaël? Je sais Alors, plus. moi j'ai Donatello il y a pas longtemps. Ah, non, moi c'est. Dans le Je dans crois que la c'est un série peu Tom plus. Waltz, c'était Donatello. Ah, je sais pas, moi je crois Mais qu'il me semble peut-être que que Raphaël dans c'est. une autre Ouais, il me série. semble qu'une fois c'était Raphaël, mais je crois que c'était dans un truc plus vieux, genre une vingtaine d'années ou un truc comme ça. Mais je peux me tromper, mais. Bon, c'est vrai qu'ils ont Oui, défoncé quelqu'un une fois. Docteur Bishop, c'est avec une grenade. En fait, il est envoyé il est envoyé. Ah, il est sur un toit et puis il est balancé dans le vide. Et il y a une grenade qui explose au même moment. Je vais essayer de voir si je te trouve une image. À toi, Euh, Martin. Tout à fait. Bon, c'était compliqué de passer outre, hein, évidemment. Bon, personnage qui était quand même connu avant la série, qui est devenu très populaire avec la série, mais qui, je pense, aurait quand même eu sa place avant la série. Donc, je pense que voilà, voilà, sa place n'est pas une imposture, selon moi, parce qu'il faut bien avouer que malgré le côté pathétique du personnage qui est très très présent et de plus en plus présent au fur et à mesure qu'on apprend à le connaître, il reste quand même assez flippant, quoi. Alors surtout au début, quand on connaît pas trop, voilà. Mais voilà, la manière, alors personnage créé par Garth Ennis et Derek Robertson, et la manière dont Robertson arrive à le, voilà, la planche où on le voit vraiment avec le visage assombri, etc. est vraiment un côté assez menaçant, assez flippant. Et le fait que ce soit quand même un surhomme du style de Superman, c'est quand même assez flippant de base. Voilà, donc Homelander s'il est là, c'est que personnage assez menaçant, c'est quand même sans doute l'une des meilleures versions qu'on ait pu faire de oh mon dieu, si Superman il était méchant, ça se passerait comme ça. Voilà, le comics et la série vont aller au bout du concept. Alors j'avoue que je pense que je préfère la version de la série. Disons, moi le comics The Boy j'ai toujours eu du mal. J'ai pas réussi à la finir, c'était vraiment trop crade pour Ah, moi, mais trop moi aussi, je trash. suis pas le seul alors. C'est Je- bizarre, hein? ouais, parce que je trouve que le Ah, comics toi, c'est c'est. pour le côté trash? Ben en fait, alors même je trouve que les personnages m'agrippaient moins que dans la série. J'avais Ok. moins de. Parce qu'en fait, je pense que la série est un petit peu moins cynique. Et en fait, il me faut un minimum de trucs sur lesquels m'accrocher qui est vraiment. Alors attends, je vais essayer de voir si je peux pas te. Ah merde, non, ça marche pas, tant pis. Mais ouais, ouais. Alors, je regarde en même temps, j'en profite. Ouais, c'est assez. J'essaie de montrer, mais c'est pas facile. Donc là, vous le voyez chuter. Et en fait, il tient une grenade et en bas, bah, il y a beaucoup de Attends, lumière. ce Ouais, que je suis désolé, mais j'ai pas retrouvé la planche. attends, je vais essayer de faire un truc, voir si j'arrive à le. Hop. Ah, ça marche pas trop, ça fait chier. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah, si elle envoie un petit peu plus. Mais. Je vais essayer de voir si j'arrive vraiment pas à vous la retrouver. En attendant, une partie? Oh non, quel enfer. Quel enfer. Je ne connais que trop bien tout ça. Hop. Et du coup, je vais repasser en mode hop hop. Parfait. Ah, du coup, je suis plus au bon endroit. Ah, et du coup, il faut aussi que je fasse hop. Voilà. Hop hop. On remet tout comme il faut. Ouais, voilà, il me faut toujours un petit peu, il me faut de quoi avancer dans un récit. Et en fait, The Boys, tout est vraiment horrible, quoi, mais vraiment tout de partout. Et au bout d'un moment, je suis un peu en mode, personne me donne envie de continuer, quoi. Tout est méga trash et tout, et genre c'est méga trash, encore plus que la série. Donc voilà, j'ai pas pu aller au bout. Donc je préfère la série pour le coup. Je la trouve un petit peu mieux dosée en termes de rapport cynisme, truc sympa. Donc voilà. Après, dans les comics, il est pas tout à fait pareil. Il a un côté vraiment plus, encore plus pété du casque que dans la série. Mais je trouve que dans les deux versions, il y a un côté vraiment, à la fois, c'est un gros psychopathe qui n'a
pas de rédemption possible, mais à la fois on nous explique un peu pourquoi il est aussi pété au casque. Et je trouve que c'est toujours mieux de savoir, enfin d'essayer de comprendre un petit peu son méchant, ça aide toujours un petit peu. Et à quel point, en fait, il est, ouais, il est perdu quoi, le garçon. Enfin, il a vraiment une enfance de merde, une éducation de merde et tout. Donc c'est vraiment, voilà. Le côté menaçant, le côté enfant qui n'a jamais grandi, le côté pathétique fait qu'on est vraiment sur un méchant dont on s'en souvient pendant un petit moment. Donc voilà, et c'est pour ces raisons-là hein, qu'il a aussi bien persisté dans la pop culture, voilà, depuis que la série est arrivée. Donc voilà, méchant assez mémorable. Et puis grosse grosse parodie bien évidemment de tout le système capitaliste et aussi de création de mythes américains super puissants. Voilà, surtout qu'en plus le comics est sorti en 2006, donc faire ça à l'époque, bon Garth Ennis c'est pas américain, il est britannique, mais voilà, c'était quand même assez fort de pervertir le symbole américain de cette manière-là, c'était quand même assez puissant, donc voilà, méchant important. Normalement, j'ai réussi à trouver quelques images. Tant qu'à faire, je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Donc là, on est sur vraiment le premier numéro de 1984, donc en noir et blanc. Tout premier numéro, donc comme je l'ai dit, qui montre aussi la première apparition de Shredder et bah, sa mort, puisque ils ne le feront revenir que plus tard. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas si je peux dire encore autre chose. Oui, bon, à l'époque, donc ils étaient en noir et blanc. Ils sont bien cool quand même. Ah, celle-là, il y a deux fois. Hop là. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que bah, tout ça, ça existe, hein. Donc c'est en France, je veux dire, c'est du côté de iComics. C'est dans les classics. Alors attends, vous voulez voir un Donc truc ils qui est pas sont censé être chez comme moi? ça. Ah putain, merde. Hop là. Alors pour ceux Excusez. ouais. Attends, il est encore là ou pas? Alors Ouais, je vous les conseille. Ils sont un peu chers, mais par rapport à l'édition, ça vaut le coup. bon, il y a un chat chez moi, je n'ai pas de chat, il faut le savoir. Euh, Sérieux? ouais, oui, mais c'est juste, bah, en fait, les balcons sont un peu communicants, donc il est là. Bon, il fait sa vie, hein. Voilà. Donc j'essaie Oh bah ça va, ça te choque pas trop, toi. Non, non, non. Bah, disons que j'ai pu le faire, le montrer à la caméra vite fait tout à l'heure. Mais c'est juste qu'il y a une nuit, je me réveille à 4h du matin parce que j'entends des bruits chez moi. Je fais, attends, c'est quoi cette merde? C'est juste le chat qui était rentré parce que j'avais laissé tout ouvert. Donc voilà, voilà. On enchaîne quand même parce qu'il faudrait finir cette liste tout de même. Euh, Évidemment, gros fan de Star Wars que je suis. Bon, voilà, j'ai mis un petit peu de Star Wars quand même. Qui quand même, pendant longtemps était édité par Dark Horse. En plus, à l'époque où a été créé Throne, c'était édité par Dark Horse. Donc même si maintenant ils sont publiés chez Marvel, voilà, ça compte quand même. Voilà. On est à peu près dans les années 90, à l'époque où Star Wars est un peu, pas au point mort parce qu'il se passe plein de choses, mais plus en comics, en jeux vidéo, en romans, etc. Et dans tous ces produits-là, ben, le grand méchant, en tout cas, ils avaient vraiment une structure scénaristique qu'ils ont créée, qu'ils ont maintenue pendant des années, notamment avec The Last Command, Dark Force Rising, Earth of the Empire. Voilà, c'est ça le premier roman, l'héritier de l'Empire. Où voilà le Admiral Thrawn et grand Admiral Thrawn était un peu érigé comme le successeur de l'empereur en tant que c'est lui qui a un petit peu regroupé tous les restes de l'empire et qui les a un petit peu chapeautés pour ben, un peu essayer de reconquérir la galaxie. Donc voilà, un méchant qui est défini par sa capacité vraiment à absorber la culture de ses ennemis, à comprendre leur stratégie, leur esprit tactique, etc. pour essayer de les vaincre. Donc voilà, il prend vraiment intérêt dans les ennemis qu'il affronte pour mieux les vaincre. C'était le cas dans l'univers Legends. Voilà, c'était la première fois il a été créé par Timothy Zahn. Je crois qu'on était peut-être début des années 90, on devait être en 91 ou en 92 à l'époque. Et ils ont fini par ramener le personnage dans les séries animées, dans la série Ahsoka, où là pour le coup tout le côté de
Oh, ça me donnerait s'intéresser. presque envie de m'y mettre. Ben voilà, il s'intéresse aux cultures de ses ennemis. Parfois, il les laisse gagner, genre vraiment pour étudier leur comportement, pour dire ben voilà comment ils opèrent quand tout se passe sans que j'intervienne. Et du coup, ben, en fait, pour un peu essayer de construire un peu ben, tout un profil de ses ennemis pour au final les vaincre en fait. Et d'ailleurs en saison 3 de Star Wars Rebels, je spoil pas trop, mais on va dire qu'il aurait dû gagner en fait à un moment. Mais la seule raison pour laquelle il n'a pas gagné, c'est pour des choses qui ne sont absolument pas prévisibles, ou c'est vraiment via l'intervention d'une créature spécifique qui est vraiment, enfin voilà, c'est donc voilà, c'était vraiment un cas où il aurait dû gagner, hein, il avait tout le monde encerclé, c'était finito. Et, euh, et voilà, donc voilà, c'est vrai, il a été vraiment construit comme quelqu'un qui a, je sais pas si je dirais qu'il respecte ses adversaires, ça je sais pas, mais il a vraiment en mode, je les prends au sérieux, je fais pas de la merde, je suis pas genre juste l'empire en mode pourriture de rebelle. Enfin non voilà, il a vraiment été construit très très fort. Donc voilà, puis bon, il a la classe, tenue blanche et tout ça. Il avait même deux dans À l'univers droite, il Legend. envoie du lourd. Voilà. D'ailleurs, à chaque fois que des artistes l'illustraient pour je ne sais pas quoi, à chaque fois, chaque artiste avait un peu mettait la tête d'un comédien qui verrait bien endosser le rôle. Un coup c'était Pierce Brosnan, un coup c'était Jeremy Irons. Enfin voilà, donc c'était plutôt sympa. Mais voilà, tenue blanche de grand amiral. Et aussi à l'époque de Legends, il avait deux sortes de deux renards qui créaient une bulle dans la force, ce qui faisait qu'il était insensible à la force en fait. Donc voilà, Luke Skywalker pouvait pas le faire balader. Donc voilà. De Enfin, quoi? De renard? enfin ça ressemblait un peu à des renards. Non, c'était plus des lézards un peu rouges, Ah, orange, c'est des bizarres. animaux alors. Ok. Oui, Ah, ouais. bah, en bas à gauche alors. Voilà, C'est alors ça? dans la série, donc l'image en bas à gauche, c'est dans Rebels, qui a fait un clin d'œil à ça. Où, en gros, c'est deux statues de ces animaux-là, mais c'est dans l'univers, l'ancien univers Legends, où c'était vraiment deux créatures qui ont évolué sur une planète où les prédateurs chassaient avec la force, et du coup, pour contrer ça, ces animaux-là ont créé des moyens de contrer en fait la force, en créant une sorte de bulle dans lesquelles ils pouvaient pas. D'accord. Voilà, donc c'était petit détail, mais voilà, il a la classe. Voilà. Ah oui, c'est cool. Clairement, Et ça sa voix est ajoute un très petit stylée. truc. Ouais, des Salamari, ouais, ouais. Et puis il a une très bonne voix dans Star Wars Rebels, donc très charismatique. Je suis passé au gouverneur. Alors, je m'étais quand même posé la question. Plutôt gouverneur, plutôt Negan. J'ai penché sur le gouverneur pour plusieurs raisons. Déjà, parce que bah, j'ai toujours préféré le gouverneur à Negan, largement. J'ai toujours trouvé que Negan était un peu surcoté, pour être honnête. Ensuite, parce que il est apparu avant Negan. Donc, même si ce sont les deux plus gros pourris de l'univers de Walking Dead, le gouverneur est apparu avant, donc l'impact était entre guillemets plus fort quand même. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y avait un sentiment de déjà vu avec Negan, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'était forcément un peu moins surprenant. On voyait déjà que Kirkman était capable d'aller loin grâce au gouverneur, on va dire. Donc c'était un chouïa moins surprenant avec, avec Negan. Et le dernier point, c'est que le gouverneur ne change pas. C'est que le gouverneur reste méchant du début à la fin, tandis que Negan, il a un semblant de changement sur la fin. Donc, du coup, je trouvais que ça, quitte à parler de méchant, si je devais en choisir un, autant en choisir un qui l'est du début à la fin, quoi. Mais voilà, c'est que ma vision des choses. Ah oui, et puis la cover au milieu, elle me fait clairement penser à Lemmy Kilmister aussi. Le, on pense à toi, le chanteur donc de Motorhead. Donc ça aussi, c'est un argument solide, mes amis. Moi, ça me rappelle Euh, John Marston de Red Dead Redemption. Voilà, qui a une. Voilà. oui. Mais bon, voilà pourquoi moi, en tout cas, j'ai choisi le gouverneur. Mais je pense que vous pouvez très bien trouver des arguments. Pourquoi pas Negan, quoi, par exemple. Clairement. En tout cas, ça se joue entre les deux là. Pour moi, c'est évident que c'est le gouverneur. Pour le reste, n'hésitez pas à en débattre. Donc le gouverneur donc apparu dans The Walking Dead, donc de son vrai nom Philip Blake et de son vrai nom Brian Blake parce que bah, il y a aussi des romans, n'oublions pas. Donc du coup ils ont un petit peu compliqué son histoire suivant ce que vous avez entre les mains, suivant si c'est le comics ou le spin-off en roman. Donc c'est vraiment le premier gros cinglé que Rick et sa bande vont affronter. Il apparaît donc dès Walking Dead 27. Autant dire que ça remonte, ça fait presque 20 ans puisque ça remonte à 2006.
Au niveau de l'histoire, donc c'est le dirigeant de Woodbury qu'il dirige donc d'une main de fer. Il est responsable de la mort de plusieurs personnages de la bande à Rick. Il donne à manger à sa nièce zombifiée, Penny. Mais ces personnes sont ceux qui s'opposent à lui, bien évidemment. Et quand je vous dis qu'il y a un impact dans le comics, ce n'était pas exagéré. Donc dans le lot, il coupe la main de Rick, il torture Glenn, il viole et torture Michonne. C'est déjà pas mal. C'est clairement déjà pas mal, pas mal. Et en retour, lui-même, il va prendre cher aussi, hein. Michonne va le charcuter à son tour. Elle va lui couper le bras. Elle va lui couper un autre bras entre les jambes. Sa troisième Il jambe. va lui retirer voilà, il va lui retirer les ongles, un œil. Enfin, c'est à tel point que pendant un moment, on ne sait même pas s'il a survécu. Et pourtant, oui, il a survécu et il reviendra encore plus cinglé que par le passé, puisqu'il finira également par décapiter Tyrese et éclater la prison, qui était donc le repère de Rick jusque-là, et qui servait, mine de rien, de véritable premier refuge pour Rick et sa bande. Allez, c'est à nouveau à moi. Alors là, j'avoue, c'est celui que je connais le moins, parce que Preacher, j'avoue que ça fait un moment quand même, hein. Oula, quand est-ce que j'ai regardé ça? Oh, je sais même plus. Ça montre à quel point ça remonte. Dans Il ta en folle jeunesse. quand j'étais encore jeune. Voilà. À nouveau créé par Garth Ennis, celui-là. Voilà, Garth Ennis a le don pour créer Yeah. des gros haters. Et des cinglés. Et Steve Dillon, voilà, voilà, tout à fait. Et quand je dis hater, c'est peut-être celui ouais, c'est vraiment, je pense que de la liste qu'on a, c'est vraiment celui qui carbure à la haine, mais genre littéralement, hein, je dirais presque. Où c'est vraiment, ouais, le gars est littéralement trop énervé pour mourir, hein, littéralement, c'est arrivé, hein, il était tellement énervé qu'on l'a ramené sur Terre pour faire le sale boulot des uns et des autres, que ce soit de l'enfer ou du paradis, etc. Voilà, quête de vengeance classique, mais vraiment poussée, voilà. C'était pas vraiment un chic type de base, hein, il a combattu pour le Sud durant la guerre de sécession. Il a fait des choses assez horribles. Il s'est dit, ouais, il a quand même décidé d'arrêter au bout d'un moment, avoir une famille, etc. Sauf que bingo, la famille finito, au bout d'un moment, hein, classique. La famille. Voilà, sauf que ben, plus la famille, hein, parce qu'elle a été squeak. Il a cherché à se venger, il s'est fait tuer, sauf que voilà, quand il est arrivé en enfer, le diable était un peu en mode t'es un peu trop énervé, tu pourras m'être utile. S'ensuit une quête de. Voilà, on l'emmène faire le sale boulot un peu partout. Et on voit à quel point il est difficile à tuer, très très énervé. Voilà, vraiment, voilà, très très énervé le garçon. Je pourrais pas vraiment le décrire autrement parce que c'était souvent comme ça. Mais bon, il a quand même la classe, quoi. Il a une inspiration hein, de l'aveu même des créateurs, hein, qui est fait très Clint Eastwood, surtout dans Unforgiven, mais il y a aussi un côté, j'avais noté, Lee Marvin, voilà, que je ne connais pas trop du tout. Ah. Euh, mais voilà. Et j'ai quand même noté qu'il était aussi dans la liste, alors selon Empire, le magazine Empire, dans la liste des 50 plus grands personnages de l'histoire des comics. Ce qui n'est pas rien, mais voilà, Preacher a aussi eu à droit son adaptation. Et si j'ai bien compris, alors j'ai pas lu le comics, j'ai vu que la série, je tiens à le préciser. Pour le coup, le perso a pas été trop changé de ce que j'ai compris. Je pourrais me tromper, hein, je suis pas un expert de Preacher. Mais voilà, moi quand j'avais vu ce que j'ai vu des épisodes de Preacher, ouais, c'était vraiment. Ouais, le garçon est énervé quoi. Vraiment très très énervé. Mais ils font. On va dire que la mise en scène est toujours efficace pour vraiment montrer à quel point il est puissant, à quel point il est énervé. Donc voilà, c'est pas juste il est pas content, voilà, non, ils font des efforts pour vraiment montrer que c'est une grosse menace, que ce soit pour les humains ou pour les êtres divins ou maléfiques, etc. Donc voilà, voilà, rien à redire. Ça marcherait très bien. Oui, Je serais ouais. incapable de te dire, Matt. De ce que j'ai vu, des échos de ce que j'ai eu du comics. Docteur Bishop, je veux dire. Ouais, ah bah moi c'était sur Matt que je rebondissais. Oui, oui, de des échos que j'ai eu, oui, la série est un peu plus tout public. Voilà.
On va passer à un autre personnage donc, qui est quand même assez connu. Il faut dire que, enfin, assez connu pour ceux qui lisent des comics indépendants, bien sûr, puisqu'il est quand même tiré de Sandman, écrit et dessiné par. Alors, j'avais l'habitude de dire l'ami Neil Gaiman, donc maintenant on va dire Neil Gaiman. Juste Neil Gaiman, voilà. Enfin, non, pas dessiné par Neil Gaiman, juste écrit par Neil Gaiman. Non, je sais pas qui l'a dessiné en premier. Parce qu'en plus ça change beaucoup les scénaristes, les dessinateurs sur. Non, je crois que c'est juste écrit par Neil C'est Gaiman, c'est pas il me Sam semble. Keith, c'est Draenberg? Non, je vais regarder. Ok. Je vais regarder. Et puis, bah, bien sûr, maintenant il y a une série télé, donc doublement connue. Personnage quand même secondaire à la base de l'univers de Sandman, qui finira quand même par avoir sa propre série. Il est quand même assez similaire au personnage de la Bible, en tout cas sur de nombreux points, même si bien évidemment le tout est remodelé à la sauce d'ici, bien sûr. Mais du coup, si vous connaissez le personnage de la Bible, je pense que vous ne serez pas très 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 surpris. Donc, c'est un personnage qui a été créé selon la légende par Dieu et qui va lui donner donc la jeunesse éternelle, la beauté et l'intelligence suprême. Euh, et ensemble, donc là, ça c'était pour le côté Bible et comics. Maintenant, on bascule juste sur le côté comics. Donc, et ensemble, qui est cet ensemble? C'est Lucifer et Michael Demiurgos. Ils vont créer le DC Multiverse. Donc tout se passait bien jusqu'à ce que Lucifer ne se rebelle. Il fut alors chassé du paradis et il est plongé en enfer où on lui a donné la tâche d'y régner et de punir les âmes des pécheurs pour l'éternité. Il le fait pendant un bon petit moment et au bout d'un moment, il en a eu marre, ça l'ennuyait, donc il va finir par quitter son poste. Il a trouvé que cette punition était injuste et que au-delà, en plus de cette punition, il trouvait qu'il était de plus en plus, on va dire, victime de préjugés de la part des humains, en fait. Euh, et le problème, c'est que si il abandonne les enfers, ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour être à la tête des enfers. Donc, puisqu'il abandonne, en fait, il va fermer son royaume. Résultat, tous les morts vont être de retour sur Terre. Le personnage, il est décrit. Alors, je n'ai pas vu la série télé, donc je vais me baser sur le comics. Dans le comics, il est décrit comme étant quand même charmant, mais bien évidemment dangereux, machiavélique, vindicatif. Il a aucun, mais vraiment aucun égard pour la vie humaine. Euh, il manipule, il complote. Et pourtant, c'est à noter qu'il a quand même une sorte de code d'honneur. C'est-à-dire il refuse de s'abaisser à mentir en fait. Ça, c'est un point important. Il ne ment jamais. En ce sens, on peut même dire que le personnage, c'est intéressant, en ce sens, on peut même dire que le personnage, en fait, il n'a qu'une parole. Alors, bien évidemment, sa parole ne va jamais dans ton sens, mais en tout cas, elle n'en a qu'une. Ça, c'est quand même assez intéressant. Oui, la chanteuse en question, comme tu dis, c'est parce que son design est basé sur David Bowie, chanteur des années 80. Mhm. Et alors Déjà quelques temps déjà, hein. j'ai pu regarder, alors créé par, alors Lucifer version Sandman, créé par Neil Gaiman, Sam Keith qui faisait surtout les couvertures, Ok, Mike Dragenberg et M.R. Carey. Voilà. ok, ok. Je suis en train de regarder si j'ai raté quelque chose. Non, je pense que j'ai un peu répondu partout. Hop, oui, c'est un peu ça, Matt. C'est vraiment très fort. Et puis, bah, ça donne encore dans un sens, encore un peu plus de profondeur au personnage. On va passer à Grigory Rasputin. Cette fois, il est tiré de l'univers de Hellboy. Donc, c'est l'un des ennemis jurés de Hellboy, qui est créé par Mike Mignola et John Byrne. Bon, le fait qu'il soit créé par Mignola, il n'y a rien de bien surprenant là-dedans. Pourquoi? Puisque il est le créateur de l'univers de Hellboy. Euh, et clairement, je dirais même qu'il a aussi créé une bonne partie des personnages les plus emblématiques de cet univers. Il est basé sur le véritable Rasputin. Donc, alors j'avais un petit peu rigolé quand j'avais dit ça lors de la conférence. Donc j'avais dit parce qu'il est basé sur le véritable Rasputin. Donc pour rappel, c'est un influenceur russe. Sauf que bien évidemment,
de nos jours, le terme influenceur, il est un petit peu différent. Alors quand je dis influenceur russe, ça veut pas dire qu'il est sur TikTok, bien évidemment. Ça veut dire qu'il était vraiment aux côtés de la famille royale et que il est conseillé suivant les cas. C'est-à-dire que quelquefois il est conseillé et quelquefois il est conseillé. En tout cas, son influence était indéniable. Elle était salutaire selon certains, et pour d'autres, elle était clairement détestable. Euh, donc c'est encore une fois une véritable personne qui est morte en 1916. Pour ce qui est du personnage dans le comics, il apparaît en 94 dans la mini-série Seed of Destruction, donc dès la première histoire sur Hellboy au final. Il est surnommé le moine fou et au niveau de son histoire, il s'est en fait allié aux nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est assez clair sur l'image de droite, mais non pas pour faire avancer la cause nazie. Le but ici, c'est d'utiliser les ressources du Troisième Reich, mais dans son propre intérêt et déclencher l'apocalypse qui donnerait naissance à un nouvel Éden. C'est un ennemi qui est apparu quand même plusieurs fois dans l'univers de Hellboy et dans 2 films sur 3. En général, si on connaît Hellboy, il y a quand même de grandes chances qu'on connaisse Rasputin. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai préféré donner une petite précision concernant le terme influenceur. Là aussi, c'était compliqué de ne pas en parler. Un peu pour les mêmes raisons qu'Ozymandias au final. Ah, ah oui, Euh, Docteur Bishop, faut faire des choix. Je suis d'accord avec toi. oui. Donc oui, Omniman, là aussi la série de télé, là, vroom, l'a catapulté au niveau un niveau de popularité. Alors, il faut savoir que Invincible était déjà très populaire, comme Walking Dead l'était un peu avant, qui est la série télé. Hein, et les séries télé ont fait un peu le même travail pour les deux œuvres de Kirkman. Euh, c'est mine de rien un peu un Watchmen à l'envers. Ça fait un peu bizarre de dire ça. Là où Watchmen nous révèle à la fin que Ozymandias est un méchant, et ben là c'est quasiment dès le début en fait, hein, qu'on nous dit que ben, en fait Omni-Man n'est pas un gentil. Ah, dans un twist qui quand même, je pense, et à l'époque dans les comics et aussi pour la série télé. Je crois que c'était en 2021 la première saison, avait quand même pas mal surpris les gens. Alors, je pense que dans les comics aussi, la présentation d'Invincible au tout début se fait très classique, vraiment très classico-classique, à fond, justement pour prendre de cours là-dessus. Je peux en témoigner, j'ai montré le premier épisode de hier à ma femme, donc il est très frais. Voilà, et ce qui est bien, c'est qu'en fait la série télé est venue après des dizaines de projets du MCU qui étaient aussi très classiques, hein, dans leur approche, où il y avait rarement des gros twists, où en fait c'était le héros qui était le méchant depuis le début. Donc en fait le public qui ne regarde que des séries, ou en tout cas qui au niveau des super-héros ne regarde que les séries ou les films, était aussi habitué à des formats très très classiques. Donc je pense que Invincible version série télé a eu le même effet là-dessus que pour les lecteurs de comics à l'époque. Donc voilà, un twist qui a marqué beaucoup de gens, quelques mèmes au passage. Par contre, contrairement à Homelander par exemple, on n'est pas sur une aussi grosse ordure. Alors je pense que oui et non, dans le sens où je pense qu'il a tué bien plus de personnes que Homelander, parce que Omni-Man est beaucoup plus vieux et a conquis, oui, il a conquis je ne sais pas combien de planètes. Il n'empêche que la série et le comics, alors vu que la série a commencé à partir là-dessus, je peux le dire, commence vraiment un arc de rédemption pour le personnage, là où pour Homelander ou d'autres personnages dans la liste, c'est juste pas possible. Il n'empêche que sa présence en tant que vilain a tellement été impactante pour l'histoire d'Invincible que voilà, et même des comics que voilà, difficile de passer outre. Bon, après, ça reste un vaisseau intéressant parce qu'on voit qu'il est tiraillé entre son devoir et sa famille, donc voilà, c'est toujours des choses très intéressantes. Donc voilà, et puis bon, il a la classe, la petite moustache, voilà, ça marche bien. Et puis bon, J.K. Simmons Bah, en voix, voilà, c'est un très bon choix là oh aussi. oui, ça, Voilà. c'est évident. J'allais juste dire, il est évident que ce titre de Kirkman a quand même une grosse dimension soap, en fait, Mm, mm. Comme X-Men, hein. dans ce bouquin. Donc, du coup, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'évolution de personnages, de relationnel et bah, de changement de camp. C'est jamais bâclé.
il y a toujours matière à réfléchir, à se poser la question. Et on peut du coup accepter à chaque fois que les différents personnages changent de camp. Pour un camp ou pour l'autre, hein, d'ailleurs. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut donc garder à l'esprit. Il y a des changements de camp assez fréquents dans cet univers. On va terminer avec un personnage qui n'est pas forcément le plus connu. En tout cas, lorsque je l'ai présenté à la conférence, j'ai entendu une femme qui a sorti «Non, sérieux, ça existe ce truc?» Donc, clairement, voilà. Ouais. Bah oui, bah oui, ça existe. Violator, dans l'univers de Spawn, rien que le nom en dit long, c'est tout un programme. Donc il est souvent considéré comme étant l'ennemi juré de Spawn, ou au moins son adversaire le plus récurrent. Visuellement, vous pouvez le voir de deux manières, soit sous une apparence humaine, enfin humaine selon ses propres critères, hein, donc dans ces cas-là, c'est un clown à la fois obèse et flippant, et sinon vous avez son apparence démoniaque, où là, bon, le design peut varier d'un dessinateur à l'autre, mais en général, il ressemble plus à une sorte de gros insecte horrifique comme ça, comme à droite. Il apparaît en mai 92, soit dès Spawn numéro 2. Voilà, il a raté le premier numéro, mais il est là dès le numéro 2. Et Spawn oblige, il a été créé par Rémi Martin. Attends, Spawn of McFarlane. Exactement, par McFarlane. Ah, Euh, j'ai paniqué. mais non, la classe. C'est un démon au service de Malebolgia et parfois, oh pardon, parfois de Satan lui-même. C'est un vilain sadique qui torture, qui mutile, qui assassine, qui aime un petit peu trop les enfants et qui voue une haine sans fond envers Spawn. Voilà, autant dire que c'est un bon gros méchant, quoi, comme on dit. Oui, tout à Oh, fait. c'est tout à fait possible, Matt. Oui, oui, le Oui, oui. John Wayne Gacy, si vous regardez des photos sur Google, oui, Oui, le c'est juste côté. un clown, madame. Oui, t'as raison. Oui, non, mais oui, oui. Ça ressemble beaucoup à John Wayne Gacy, tout à fait. Bon, ça va, on n'a pas dit de la merde. Je pense pas. On a une Oh bah sélection. non, 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 pourquoi? mais c'est pour. Non, mais je te demande parce que on pourrait demander aux gens. Est-ce que selon vous, il y a des gens qui devraient figurer sur la liste? Est-ce que des gens qui sont dans la liste ne devraient pas y figurer? Voilà. Est-ce Ah que. bah apparemment il y avait un petit débat avec Negan. Après je pense que Negan, il y en a beaucoup qui le mettent sur un piédestal, mais juste par rapport à Glenn au final. Mais bon, je peux me tromper. Je peux tout à fait me tromper. En tout cas, je pense qu'on a un peu touché à tous les univers, hein, donc je pense que notre sélection elle est pas dégueu. Pendant un long moment j'avais hésité à mettre celui de quoi de Fable. Je sais Hmm. plus comment il s'appelle. The Adversary? Ah, peut-être bien, ouais. Ceux qui avaient en Et mention. mais franchement, je voyais pas lequel il aurait fallu enlever pour le mettre lui. Donc, clairement, je pense qu'on est pas mal. Voilà, de nouveau, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Alors, Docteur Bishop qui dit augmenter le budget comics du mois de 300% pour lire tout ça. Oui, ah, il va clairement faire un choix. Après, j'ai envie de dire, essaie, tant qu'à faire, de faire les univers, ben, j'ai envie de dire, fermés. Donc, si vraiment là, il y a tout qui t'intéressait, par exemple, Watchmen, c'est juste un bouquin à lire. Et en plus, bon, c'est un peu dommage, mais si tu dois faire attention niveau pognon, il existe en format pocket. Donc ça peut être une bonne option. Concernant les Invincibles, c'est aussi un univers fermé. Donc la série, elle est finie. C'est quand même 25 tomes, ok, mais ils sont réédités en intégrale actuellement. Donc ouais, il y a moyen aussi de s'y retrouver. Pour Tortue Ninja, bon, tu le sais, hein, iComics, c'est assez cher. Là, il va clairement falloir faire des choix.